Pourriez-vous reconnaître cette figure emblématique? Il voit le jour le 2 juillet 1925 à Onaloa, un petit village situé dans l'actuelle province de Sankoro en République démocratique du Congo, qui était à cette époque une colonie belge appelée les Congo belges. Il est d'une famille de l'ethnie Tetela, jeune et fréquente l'école catholique des missionnaires. Mais la matinée ne durera pas longtemps. Il fréquentera une nouvelle école protestante tenue par des Suédois et brillera comme une étoile. Les systèmes scolaires puis développés se focalisant sur la formation des ouvriers. Autodidacte, il se plonge dans les manuels d'histoire dans lesquels il fera la rencontre des grands esprits qui ont marqué les passés en Europe, en Asie, en Amérique, dans la morale et surtout dans la politique. Et tout ça se passe dans les années 40 où il devait être dans la vingtaine. La suite de l'histoire se diversifie. Il occupera des postes tels qu'employé des bureaux et une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'à 1945. Puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville Kisangani, employé de deuxième classe à la poste, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En 1956, il répand alors une lettre circulaire parmi les membres de l'association des évolués de Stanleyville dont il est le président, dans laquelle il affirme « Tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance. N'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold. » Avec provocateur, non? Il va plus loin. Il écrit un livre sous le titre « Les Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Dans cet ouvrage, il plaide pour une évolution pacifique des systèmes coloniaux belges dont il reste partisan. Emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener à l'indépendance, il ne prendra pas le temps de publier son livre. En 1956, il est jugé pour avoir détourné des fonds de compte des chèques postaux de Stanleyville et condamné à un emprisonnement d'1 an. Il vit son incarcération comme une injustice puisque, n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir fait que prélever son dû. Libéré, il participera à l'exposition universelle de Bruxelles. Mais autant de démarches peu flatteuses et paternalistes envers les peuples congolais présentées pendant l'exposition, il se détache des libéraux avec quelques compagnons politiques. Ces événements vont donner naissance au mouvement national congolais, le MNC, qui crée avec Gaston Diomi Ndongala et Joseph Iléo. Ensuite, il se présente à la conférence des peuples africains à Accra, constituée pour lui un tournant politique essentiel. On est en 1958. Dans cette conférence, il rencontre, entre autres, l'antilo-algérien Frantz Fanon, les Ghanéens Kwame Nkrumah et les Camerounais Félix Roland Moumié, qui ont notamment en commun insisté sur les effets délétères du régionalisme, l'ethnisme et du tribalisme qui, selon eux, minent l'unité nationale et facilitent la pénétration du néocolonialisme. À l'issue de la conférence, désormais ferme, indépendantiste, il est nommé membre permanent du comité de coordination. En longtemps, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule, faisant 30 morts et des centaines de blessés. Il est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960, et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Il fut arrêté bien avant et torturé en 1959. Les émeutes se formèrent, exigeant sa libération. Ce moment forme des moments décisifs qui exposent la répression belge et catalysent les soutiens internationaux pour l'indépendance du Congo. Les élections générales, les premières dans l'histoire du Congo, encore belge, ont lieu en mai 1960, qui remporte avec près d'un tiers des votes les mouvements nationaux congolais, le MNC. Le dirigeant de la BACO, Joseph Kasavubu, dans un souci de l'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de celui-ci comme Premier ministre, ainsi que les prescrits la nouvelle constitution qui attribue ces postes aux candidats du parti ayant remporté le plus de voix. Il forme le premier gouvernement du Congo indépendant. Malgré son ascension, la paix restait précaire et les 6 alliés des États se déclarant libres de Léopoldville. Ce sont telles que la session katangaise menée par Moïse Tshombe soutenue par les colons belges qui se disaient « Ces pays deviennent indépendants et toutes ces richesses vont servir à cette grande nation, la nation des nègres. »
Non, il faut que le Katanga soit un État indépendant de telle manière que demain, c'est le grand capitalisme qui va dominer les Africains. Il est vu comme un nationaliste par les colons. Le 12 août, la Belgique signe un accord avec Job, reconnaissant de facto l'indépendance du Qatar. Alors, Lumumba décide de réagir en envoyant des troupes reprendre la région. L'ONU revient sur sa position initiale et impose militairement un cessez-le-feu, empêchant l'entrée des troupes congolaises. Il considère cet acte de la part de l'ONU comme une trahison. Alors il appelle à la solidarité africaine et affirme son intention de résister. Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Voilà encore une fois la preuve vivante de l'unité africaine. Il est révoqué par le président Kassafou en septembre 1960. Il est remplacé le lendemain matin par Joseph Iléo, malgré ne possédant pas le droit de le faire. Lui de son côté résiste et va accuser le président Kassavou de haute trahison. Il sera arrêté et transféré avec plusieurs de ses partisans au fort de Shinkakaza, à Boma, ce qui a été envisagé, mais à la date du 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et de ses partisans, Maurice Polo et Joseph Oketo, sont conduits par avion à Elisabethville, l'actuelle ville de Lubumbashi, au Katanga. Ils sont livrés aux autorités locales. Polo, Oketo et lui seront conduits sous escorte militaire dans une petite maison où ils seront ligotés, humiliés et torturés par les responsables katangais, puis assassinés le 17 janvier 1961, le même jour. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'une des figures les plus emblématiques de l'Afrique.